Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bonjour à tous, bon petit déjeuner. Merci de nous accueillir chez vous. Et on le dit souvent, si ça sent bon chez vous, c'est parce que ça vient d'ici. C'est pas de notre faute, c'est comme ça. On est en direct du Allô Mon Coco à Ville-la-Salle, toute nouvelle succursale. Au moment où on enregistre cette émission, c'est le premier jour. Et pour faire partie de cette fête, on a, entre autres, Godefroy Saint-Pierre de Corbec qui est avec nous. Bonjour, oui, Godefroy. Bonjour. Merci de se joindre à nous, de vous joindre à nous comme ça, parce qu'il y a des gens autour de la table pour qui vous avez déjà une admiration mutuelle. Et ça, c'est assez unique au sein de l'émission, parce que normalement, ce sont trois entreprises distinctes. Et j'ai nommé ici, du côté de DMB Aluminium, on parle bien sûr DBM Aluminium, on parle de Martin et de Danny qui sont avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'accepter l'invitation et bon déjeuner. On va se jaser, bien sûr, du merveilleux monde des affaires, du succès en affaires, il va sans dire, parce qu'on a autour de la table des gens qui ont tout un succès et vous allez comprendre pourquoi. On commence avec, justement, Danny et Martin qu'on est allés rencontrer il y a quelques jours. En compagnie de Danny et de Martin de DBM Aluminium. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de nous recevoir. Bonjour. À Ville-la-Salle, dans la région métropolitaine. On a hâte de savoir comment ce beau rêve-là a commencé. D'abord, Danny. Bien, ça a commencé, nous étions vers l'âge de 22, 23 ans. Puis, on travaillait chacun de notre côté. Puis, on avait la passion de devenir entrepreneur. OK. Donc, suite à quelques conversations, on travaillait déjà dans ce domaine-là, mais pour quelqu'un d'autre. Bien. On a décidé d'unir nos forces puis d'essayer de bâtir quelque chose. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de se lancer en affaires. Puis, la fibre d'entrepreneur, c'est pas tout le monde qui l'a. Des fois, on est plus ou moins content et ça ne veut pas dire que c'était négatif où vous travailliez avant, et j'ai hâte d'entendre Martin là-dessus. Mais il y avait un appétit donc pour diriger nos propres trucs, notre propre destinée. Oui, bien nous, on avait horreur de ne pas travailler l'hiver. On voulait toujours travailler sur 12 mois, puis dans le domaine qu'on est, c'est souvent saisonnier, 8, 9 mois, 7 mois. Puis l'hiver, c'est plus relax, fait qu'on changeait souvent de domaine. Puis à un moment donné, on s'est assis tous les deux, puis on s'est dit, écoute, pourquoi ne pas partir de notre entreprise, puis l'hiver, on préparera notre grosse saison qui va s'en venir. Bien. C'est comme ça. C'est commencé comme ça. On était s'enregistrer en février 94 pour 30$ au bureau d'enregistrement, puis on est parti comme ça. C'est un 30$ bien investi. C'est un 30$ bien investi, oui. Okay. Quels ont été les défis à partir de là? Parce que là, c'est beau, on est enregistré, on est légalement existant, on est droit comme une barre d'aluminium. Mais on fait quoi pour aller chercher justement des clients? Comment ça fonctionne? Bien, nous, on a commencé vraiment au bas de l'échelle. Je vous dirais qu'il y a même un moment donné où on faisait du porte-à-porte carrément pour solliciter les clients. On voyait que leur escalier, leur balcon était dans un piteux état. On sonnait aux portes. Puis après ça, on a été chercher un genre de marge de crédit auprès d'une banque. Et puis on s'est équipé tranquillement, pas vite. Bien. Puis au fil des années, à force de bûcher, comme on dit. Bien oui. On s'est établi, puis on est pu se louer un local. Après ça, engager des employés. Puis jusqu'à aujourd'hui, ou 22 ans après, on est pas mal content. Bien, il y a de quoi être très, très fier. On est dans un établissement qui a récemment été agrandi, là où on se trouve d'ailleurs. Agrandissement de 5 ans. Nous, ici, sur la rue Léger, ça fait 10 ans qu'on est ici. Avant, on était à une rue à l'ouest, sur la rue Corner et Lapierre. D'accord. Puis on est en location. On avait commencé avec un local en 95 ou en 96. Après ça, on a monté à 2. On était jusqu'à 5 locales. Puis dû à l'environnement, mais les voisins sortaient, puis on prenait leur espace, ils prenaient notre espace. Fait que là, on a vu ici cet endroit à vendre, il y a 10 ans. Puis on est venu négocier avec le propriétaire. Puis on a acheté la bâtisse en sachant qu'on pouvait agrandir éventuellement. C'est merveilleux. Et on voit ça souvent quand on devient propriétaire. C'est pas toujours pour tout le monde, mais quand on devient propriétaire de nos lieux, il y a une forme aussi de stabilité qui est indéniable. Et aujourd'hui, la technologie entre beaucoup en ligne de compte. Ça se passe comment versus la technologie dans votre beau secteur, le rapport et
l'ajustement qu'on doit faire vis-à-vis de la compétition? Comment ça se passe? Bien, je dirais qu'aujourd'hui, les défis, c'est d'arriver avec des nouvelles façons, parce que d'un sens, des garde-corps, des balcons, il n'y a pas des innovations énormes. Il y a des couleurs qui arrivent, des nouveaux modèles. On essaie de rester à fine pointe des derniers changements, des nouveaux modèles. Ce qu'on est fiers d'avoir accompli, c'est d'avoir été une des premières entreprises à façonner des escaliers spirales et de façade, comme on dit, en aluminium soudé. Donc ça, c'est un produit qui est très en demande aujourd'hui, mais on a quasiment été d'un premiers à offrir ce produit-là. Puis aujourd'hui, bien, ça occupe, je vous dirais, peut-être 80 de notre production. Merveilleux. C'est de l'aluminium soudé, là. En fait, ce que ça fait, c'est que ça garde le même patrimoine et la même architecture que les produits en acier soudé, sauf que c'est sans entretien, avec une peinture cuite, ça donne de très beaux résultats. J'imagine ici l'aspect durabilité aussi, donc pas de rouille. Ouais. La rouille, vous ne connaissez pas ça, vous autres? Non. L'aluminium, non. Pas sur le côté de l'aluminium. L'aluminium n'a pas ça dans sa famille, de la rouille, c'est impossible. Et ça, c'est merveilleux. Donc, à ce niveau-là, quand on livre un produit, on sait déjà qu'on a une garantie, en fait, de durée ou presque, selon des conditions normales et favorables. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui d'avoir investi le fameux 30$, comme on disait tout à l'heure, d'avoir sauté? Parce qu'on sauter dans l'arène, c'est ça qui est le plus difficile souvent, de s'entreprendre. Ce qu'on est fier, c'est la durabilité, parce qu'aujourd'hui, il y a des statistiques qui le démontrent. Là, dépasser 5 ans, c'est déjà un exploit dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, nous, on dépasse les 22 ans maintenant. On est pas mal fiers d'avoir duré, puis on espère encore durer pour même des générations, parce qu'on est une belle gang, on est une belle entreprise, puis on aime ce qu'on fait. Donc, puis je pense que les clients s'en rendent compte. Et ça paraît beaucoup. Le bouche à oreille, les références, bouche à oreille, références. Puis nos employés, ils restent. On a des employés que ça fait 15 ans. Notre contremaître ici, ça fait 15 ans. Notre plus vieux installateur, il a commencé à la petite école. Quand il a lâché l'école, il est rentré ici, puis il est encore ici. Il a commencé avec 15-16 ans, puis il en a 35 aujourd'hui peut-être. C'est 34-35. On a une bonne rétention de personnel, parce qu'on a une belle équipe, puis on aime bien travailler ensemble. Et ça paraît, hein? Et c'est ce qu'on dégage aussi. Le bonheur est là, comme quoi on peut travailler, joindre l'utile à l'agréable et se faire des amis en même temps, et pour une belle durabilité. Bien, merci. Beaucoup. Merci. Merci de nous avoir fait faire une belle visite de chez vous aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Inspirant comme reportage avec nos amis Danny et Martin, inspirant aussi pour quelqu'un que vous connaissez bien, on le disait, et qui a une question pour vous. Oui, tout à fait. Quand je regarde le reportage, je trouve ça intéressant, c'est un beau succès, félicitations. Ce que j'aurais aimé savoir, par contre, c'est comment vous offrez, comment vous en êtes arrivé à offrir à vos clients l'acier galvanisé? Donc, c'est arrivé d'une façon quelconque. Comment vous avez découvert la galvanisation comme méthode de protection? Bien, en fait, c'est venu de la demande des clients. Beaucoup d'architectes exigent maintenant ce procédé-là. Procédé qui a fait ses preuves, qui est durable, qui donne un fini qui est de plus en plus recherché par les architectes, niveau un peu plus industriel et comme ça. Donc, les architectes nous le demandent beaucoup. Puis là, ça nous fait plaisir d'offrir ce produit-là parce que c'est un produit qui a une très bonne qualité. Les gens de Corbec s'occupent bien de tout ce qu'on a à faire galvaniser. Puis ça donne un beau fini et un produit qui est très, très durable. C'est là qu'il y a un lien entre vos deux entreprises et on dit, évidemment, avec le temps, et c'est là, je pense, une question qui peut s'adresser à tous, messieurs. Quand il y a des partenariats, parce que c'est presque ça, en quelque sorte, un partenariat que vous avez découvert et réalisé au fil des années, ça commence toujours par un lien de confiance. La confiance doit être là au départ, sans qu'on connaisse les gens. Est-ce que c'est l'étape la plus difficile où on est dans l'inconnu? Direz-vous ça? Parce qu'à partir de là, quand l'entreprise a fait ses preuves et vice-versa, on est sur une belle croisière. Mais avec Corbec, durant toute l'année, on réserve nos dates de planification. Ça fait qu'avec la planification chez Corbec, on envoie nos quantités qu'on estime qu'on va avoir durant l'année. Qu'on envoie ça à tous les lundis de chaque 2 semaines. On envoie des matériaux chez Corbec. Fait qu'on sait que quand on envoie le matériel, que 5 jours ouvrables après, on a notre matériel. Fait que c'est facile pour nous, à planification, pour aller pour faire notre installation à la bonne date.
Bien. Donc, les agendas sont tricotés serrés, comme on dit. Oui, mais c'est certain, étant une compagnie de service, qu'on offre un service de galvanisation chaud, pour à peu près tous nos clients, des fabricants d'acier, dont DBM, qui sont un excellent client chez nous, qui ne sont pas loin de chez nous. Avec le temps, on apprend à connaître nos clients, on apprend à connaître leurs besoins, leurs attentes, et aussi les attentes des architectes, principalement, les attentes des clients. Voilà. Mais je pense qu'au fil des ans, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des partenariats. En étant une compagnie de service, c'est ce qui est recherché, je pense, par toutes les parties. Vraiment un partenariat d'affaires, plus que juste une relation client et client-fournisseur. C'est intéressant. Une autre entreprise, une troisième, vous connaissez, chers amis, la formule de l'émission, ne peut être représentée à la table aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi, et messieurs sont déjà au courant. C'est Expertise LMS, dont les deux fondateurs et propriétaires qui œuvrent sur le terrain, puisqu'ils sont experts en sinistre, ont eu une urgence au moment où on enregistre cette émission. Vous dites que ce pas des blagues, c'est vrai, mais on est allé quand même nous-mêmes sur le terrain il y a quelques jours et on regarde ce que ça donne. Alors, tel que mentionné, Benoît Maillet et Michel Guertin sont des experts en sinistre, Expertise LMS. Bonjour. Bonjour. Merci. Et c'est sur le terrain que vous intervenez. C'est ici que ça se passe. C'est assez spectaculaire et à la fois désolant, il va sans dire. Expliquez-nous votre métier, ce qui vous anime au quotidien. Bien, en fait, c'est de défendre les intérêts d'un assuré dans une réclamation d'assurance. Bien. Et l'une des premières choses qu'il faut faire, c'est de dresser un inventaire de tous les biens qu'on retrouvait dans la maison. Quand on dit tous les biens, là, il faut s'assurer de rien oublier et que ce soit également le plus fidèle possible, le plus de détails possible dans toute la description de ce qu'on y retrouvait. Bien. Ça, c'est au niveau du contenu, en fait, du contenu de la maison, le contenu qui est un peu tout ce qu'on déménage tout ce qu'on amène lorsqu'on déménage. Qu'on déménage, voilà. Ça, c'est une partie de la réclamation. L'autre partie, elle est plus au niveau du bâtiment, où on doit, même si c'est complètement détruit, on doit reconstituer tous les matériaux, en fait, qui composaient le bâtiment. Exemple, l'enveloppe du bâtiment, il est fait comment? Comme on peut voir ici, bon, il y a des fenêtres qui sont recouvertes d'aluminium rouge. Il y a des planches qui sont en pain, mais entre les deux, là, il y a du plastique, de l'isolant, il y a un coupe-vapeur, il y a des choses à l'intérieur, là. Est-ce que c'était en gypse? Est-ce que c'était des murs qui étaient également en bois comme ça? Il faut tout reconstituer, tout ça, tout ce qu'il y avait dans la maison. Puis, avec des gens expérimentés, bien, ce qui arrive, c'est que avec ce qu'ils retrouvent dans les ruines, bien, ça leur parle. Ils sont capables de le reconstituer. Et vous le dites bien, et Michel aussi en est conscient, les gens qui sont sur le terrain, ils en ont vu d'autres. Ils sont des gens d'expérience. Ils savent ce à quoi ils font face. Il n'y a pas de surprise. Là, sur un incendie, il n'y a jamais un incendie qui est pareil. Chaque cas est différent et les vestiges parlent. Un client, un assuré qui fait une réclamation à son assureur, à partir du moment où l'incendie survient, il embarque dans une transaction commerciale avec son assureur. Ça, chose qu'il ne réalise pas toujours. Voilà. Il paie des primes et bien souvent, il n'a jamais eu affaire à son assureur. Le premier contact qu'il a vraiment avec son assureur, c'est après le sinistre. Et il faut qu'il réalise qu'à partir de ce moment-là, il est embarqué dans une transaction commerciale. Aussi, et les gens qui représentent l'assureur sont des négociateurs, ce sont des gens qui sont habitués là-dedans. Lui, le client n'est pas toujours habitué. Nous, on est habitués. Voilà. Et en même temps, rien n'est laissé au hasard. Benoît, et c'est ça qui est fort intéressant et ça explique toute la rigueur qu'il y a dans votre métier et au sein de votre entreprise, peut-être particulièrement. On a vu des documents où il y a des aides-mémoires pour les sinistrés parce que ça va jusqu'au, par exemple, je ne sais pas moi, des outils de cuisine, aller jusqu'à n'importe quel autre type d'outils qu'on utilise dans la maison, qu'on pourrait retrouver et qu'on oublie, évidemment, après ce genre d'événement. Si on me demandait, moi, présentement, d'identifier chaque article que j'ai, ne serait-ce que pour la cuisine à la maison, je serais peut-être embêté, j'en oublierais quelques-uns. Et imaginez dans des circonstances aussi dramatiques que quand on vient de vivre un sinistre, comme quoi vous avez pensé à tout, là. On doit penser à tout. Ouais. C'est pour ça qu'on s'adjoint des gens compétents, qui font que ça, en fait, là. Eux ne font que préparer les dossiers en vue d'être présentés à l'assureur et ensuite être, bien entendu, négociés.
L'assureur a le droit de poser quelques questions, c'est tout à fait normal. Il peut s'interroger sur, effectivement, l'existence du bien. Est-ce que ce bien-là, il se trouvait bien dans cette maison-là? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que je dois vraiment quelque chose à l'assurer pour ce bien-là? Alors, donc, on doit être en mesure de lui prouver que le bien existait. C'est pour ça qu'il y a des tonnes de photos, des milliers de photos, je devrais dire, même qui sont prises, de chacun des items qu'on peut retrouver. Et souvent, un item va même nécessiter plus qu'une photo. Exemple, une pièce de vêtement va être photographiée minimum à 2 reprises. Une photo pour démontrer c'est quoi en fait. Est-ce qu'on parle, exemple, d'une chemise, est-ce qu'elle est à manches longues ou à manches courtes? Et l'autre photo va déterminer également ce qu'on retrouve dans le collet. La marque de la chemise. Donc, pour sa valeur. Sa valeur. Ça va nous parler. Alors, ça, c'est de la preuve. Bon. Le but étant de s'assurer que personne n'est perd au change. L'assuré a droit à ce qu'il avait et l'assureur n'est pas non plus pénalisé ou ne subit pas de préjudice parce qu'il y aurait peut-être une tentative là, de réclamer quelque chose qui n'existe pas. Mais voilà. Alors, c'est pour ça que ça prend une grande rigueur. Et vous êtes là, justement, vous représentez en quelque sorte, si je peux me faire une image, je suis sans doute pas le premier à vous le dire, Michel et Benoît, la photo témoin de ce qu'il y avait et versus, hein? C'est ce que je comprends, là. Parce que l'assuré tout seul va peut-être oublier des trucs. Certains, peut-être avec un peu moins de transparence, auraient tendance à vouloir en ajouter. Vous arrivez comme étant neutre quelque part, même si vous êtes là pour le client, si je comprends bien. Oui. D'abord et avant tout pour l'assurer, mais vous présentez un portrait juste et transparent de la réalité. Il faut qu'il soit juste. Voilà, et un point important, c'est que nous ne sommes pas émotifs vis-à-vis de la réclamation du client. C'est intéressant. Ouais. Un client qui devient émotif a tendance à surévaluer des choses. D'accord. Et aussi sous-évaluer des choses, alors que nous, on est là on est à l'extérieur de l'incendie. C'est sûr qu'on est empathique au client. Oui, voilà. Mais il faut mettre l'émotion de côté. Un album de photos de famille pour le monsieur ou la madame, ça peut valoir des milliers de dollars. Voilà. Mais moi, je sais que ce qui est payable sur le contrat d'assurance pour un album de photos, c'est le prix des photos. Oui, le papier lui-même. Le papier lui-même, voilà. Puis la valeur émotive qui est en arrière de la réclamation, on n'en tient pas compte, nous. Alors, on est plus en mesure d'évaluer précisément combien vaut la réclamation. Bien, messieurs, Benoît Mailly, Michel Gartin, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Et tous les détails, bien sûr, sur le site Internet d'Expertise LMS. Merci à nouveau, messieurs. Merci. À bientôt. Merci. Et là, d'un reportage, on saute à un autre reportage, celui réalisé chez notre ami Godefroy Saint-Pierre du côté de Corbec. Regardez bien ce qui suit. On est en compagnie de M. Godefroy Saint-Pierre. Il est vice-président vente, entre autres, et marketing du côté de Corbec. Bonjour. M. Saint-Pierre, merci de nous accueillir. Merci. De nous recevoir aujourd'hui. Parlez-nous un peu du champ d'activité principal de votre entreprise. Corbec, on œuvre dans le domaine de la galvanisation à chaud. Ce que c'est la galvanisation à chaud, c'est un procédé de protection anticorrosive pour protéger l'acier contre la corrosion. C'est utilisé dans plusieurs industries, comme la construction, ainsi de suite. Bien, intéressant. On revient tantôt plus spécifiquement sur le procédé de galvanisation lors de notre visite d'usine qu'on a réalisée un petit peu plus tôt. Et visite, vous allez voir, très, très spectaculaire, très intéressante. Est-ce que ce sont toujours les mêmes procédés depuis 50 ans? C'est une question qui nous vient souvent à l'esprit. Oui. En fait, la galvanisation à chaud, c'est le même procédé depuis l'invention de la galvanisation à chaud, il y a un petit peu plus de 100 ans. C'est quand même fort simple. L'acier est pris et immergé dans du zinc en fusion. Donc, c'est le même procédé depuis toujours. La technologie dans nos usines a évolué avec les années, mais c'est plus dans le processus de manipulation du matériel qu'on voit une avancée au niveau technologie. Donc, il y a eu une évolution là-dessus, mais il y a des êtres humains derrière. Et ça demeure intéressant. Outre cela, Corbec, c'est une entreprise familiale aussi, il faut le mentionner. Donc, c'est aussi, il en va dans le sentiment d'appartenance aussi des employés, de toute la famille de Corbec au grand complet, là.
Oui, effectivement. La compagnie a été créée en 1965 par M. John Robert Hall. Aujourd'hui, c'est son fils John qui en est le président. Bien. La compagnie a été démarrée en 1965. C'était une des premières usines de galvanisation à chaud au Québec à cette époque-là. On n'avait seulement qu'une, dont M. Hall travaillait pour cette compagnie-là, puis il a ouvert sa propre compagnie en 1965. Mais encore aujourd'hui, c'est une compagnie privée qui est détenue par encore la même famille. Bien. Si on parlait des différents produits que vous pouvez galvaniser maintenant pour se faire une meilleure idée du portrait d'ensemble? La galvanisation à chaud, oui, effectivement. À tous les jours, on est confronté, on voit de la galvanisation à chaud. Les gens ne savent juste pas que c'est de la galvanisation à chaud ou de la galvanisation par différents procédés d'application. Mais la galvanisation, on travaille dans une panoplie de différents produits. On voit d'ailleurs des produits au niveau infrastructure, c'est toutes les structures de pont, que ce soit les lampadaires qu'on voit tous les jours. Quand on les voit, là, on voit les pièces grises, les garde-fous sur les bords d'autoroute, c'est galvanisé à chaud. On travaille aussi maintenant de plus en plus avec des pièces, des métaux ouvrés. On voit des structures de balcons, on le voit dans le résidentiel, dans le commercial, mais on voit aussi dans des produits manufacturés, les remorques, qui est d'ailleurs un produit qu'on galvanise énormément, des remorques utilitaires que les gens ont chez eux. Donc, notre gamme de produits qu'on galvanise est de plus en plus grande, mais les gens, je pense, sont de plus en plus conscientisés aux problèmes de corrosion en Amérique du Nord. On le voit avec d'ailleurs, avec certains événements qu'on a eus qui sont malheureux, comme le pont de la Concorde en 2007 qui était tombé, qui sont dus à des problèmes de corrosion. Mais je pense qu'on le voit, les investissements aussi qui se font dans les infrastructures à travers le Canada. On est maintenant rendu à cette visite d'usine que nous avons réalisée, M. Saint-Pierre, il y a quelques minutes, pour aider les gens justement à mieux comprendre tout le processus. Et c'est fort spectaculaire, on le disait tantôt. On va vous laisser nous expliquer tous les maillons de la chaîne par lesquels on est passé, en fait, toutes les étapes au cours de cette visite-là. Toutes les usines de galvanisation, comme j'ai expliqué, sont tous un peu pareils. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de différentes galvanisations, il n'y a pas de différents procédés. La galvanisation en chaud est la même pour toutes les usines. Le procédé est le même. On commence toujours par le premier département où est-ce quand on reçoit l'acier est pris, est manipulé, accroché sur des racks pour ensuite être transporté à travers le processus. Bien. Une fois que le matériel a été accroché sur les fameux racks, là, la deuxième étape, c'est le nettoyage de l'acier. Donc, on doit décaper, préparer l'acier avant de la galvaniser. Dans le processus de nettoyage, il y a 3 différentes étapes qu'on voit. Il y a le dégraissage. Ensuite de ça, on passe dans une solution d'acide pour nettoyer l'acier. Ensuite de ça, la dernière étape est le flux pour préparer le zinc et l'acier pour pouvoir se diffuser ensemble. Donc, la troisième étape, après, c'est vraiment le trempage au bassin de zinc où est-ce qu'on prend l'acier et on immerge tout l'acier dans le zinc en fusion. D'accord. Le processus est quand même relativement court. Ça peut être de l'ordre de 2 à une dizaine de minutes pour tremper du matériel, dépendamment de la grosseur, le calibre du matériel. Le matériel est trempé, l'acier est trempé dans le zinc à chaud. On amène l'acier à la même température que le zinc en fusion, qui est plus ou moins 450 degrés Celsius. Bien. Pour qu'il y ait mariage. Là. Exactement. Pour que le lien métallurgique se produise entre l'acier et le zinc. Une fois la diffusion métallurgique complétée, on retire les pièces du bassin de zinc et ils sont complètement galvanisés. Le matériel va pouvoir être manipulé quasi instantanément parce qu'on le refroidit. Il va être refroidi tout de suite après, mais il peut être manipulé. De là, la dernière étape, où est-ce qu'on arrive, le matériel est pris. Ensuite de ça, on va décrocher le matériel. Les gens vont faire de la finition, un petit peu de finition, limer des gouttes ou des accumulations qui peuvent avoir été créées par l'angle d'égouttement. Et ensuite de ça, réemballer selon les spécifications de nos clients. Bien. Et mis à l'extérieur et renvoyé chez nos clients. Excellent. Et c'est fascinant. Surtout, vous pouvez utiliser 24 heures par jour et surtout 12 mois par année votre belle cour arrière extérieure. Parce qu'à partir du moment où le produit fini est terminé, bien là, évidemment, il est à l'abri de toutes les conditions météo possibles. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas dans tous les domaines qu'on peut faire ça, surtout en hiver. Non, absolument. C'est sûr qu'au Québec, on vit un climat différent de certaines parties de l'Amérique du Nord, où est-ce les hivers sont excessivement arides. Puis les systèmes de peinture ou beaucoup de systèmes de protection, des fois, ne sont pas toujours aptes
durant l'hiver, avec les conditions, les températures extrêmes au niveau de la galvanisation à chaud. Une fois que c'est galvanisé, peu importe le temps de l'année, on peut le mettre à l'extérieur, ça peut être installé instantanément. Instantanément. Et la durée, on parlait du dégraissage, trempage, jusqu'à l'étape finale, les étapes 3 et 4, ça dépend aussi des matériaux de base, j'imagine, de la structure, de la densité, hein, tout ça. Donc, il y a quand même des étapes importantes, mais on parlait en termes de minutage ou de durée, il y a quand même une variante selon les matériaux aussi. Non? Oui, absolument. C'est sûr, la durée de vie de la galvanisation à chaud peut durer de 50 à au-delà de 100 ans. Ouais. Je dis toujours, quand je donne des séminaires techniques dans des firmes d'ingénieurs ou architectes, je leur dis tout le temps, mon meilleur point de marketing, c'est les pylônes d'Hydro-Québec, où est-ce qu'on voit qu'ils sont encore debout, des fois après 60, 75 ans, ils sont encore gris. C'est vrai, Si vous auriez une structure peinturée, mais jamais pourrait durer ce nombre d'années-là. Exactement. Puis autant au niveau des structures de pont, on les voit. La seule raison qu'on voit des structures de pont qui sont encore peinturées, c'est parce que ça ne rentre pas dans les bassins de zinc. Ah bon, quand les pièces sont trop grandes, ils ne peuvent pas être galvanisés à chaud. C'est fort intéressant. Et amenez-en des projets, il y en a encore beaucoup sur la table. Quels sont les prochains défis comme tels? C'est sûr que les prochaines années, les infrastructures représentent une partie importante de notre business. Et on regarde les projets comme l'échangeur Turcot, le nouveau pont Champlain qui s'en viennent. Je pense que les prochaines années, pour nous, et aussi des projets comme avec Hydro-Québec, la nouvelle ligne de Chaméchouane, qui va monter vers le nord du Québec. C'est des projets excessivement importants qui s'en viennent. Bien, M. Saint-Pierre, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est une belle visite de nous en avoir appris beaucoup plus aujourd'hui sur Corbec. Merci à vous. Merci. Que c'est intéressant et spectaculaire à part ça. Et pas arrangé avec le gars des vues. Là. On a vu ça, l'acier galvanisé, et ça inspire une question, bien sûr, de nos amis Denis et Martin. Oui, moi, Godefroy, j'ai une question que j'aimerais te poser. Je me demande si le simple commun des mortels, avec ses menus pièces ou ses pièces qu'il a à lui, peut se déplacer puis aller chez vous puis être reçu pour faire galvaniser, mettons, une remorque ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a beaucoup de gens. Oui, les gens pensent que c'est juste les grandes entreprises ou les grosses compagnies qui viennent chez nous porter de l'acier pour la galvanisation, mais chaque année, on a beaucoup de gens qui pensent de plus en plus à la galvanisation, qui est quelque chose qui est de plus en plus connu, que ce soit des marches ou des balcons que les gens, des fois, vont penser à faire galvaniser pour eux-mêmes. Comme tu l'as mentionné, des remorques. Les remorques utilitaires, c'est un marché où est-ce que des gens, de plus en plus, veulent protéger leur équipement pour un certain temps. Donc, ils décident de le faire galvaniser au lieu de la peinture, parce que au niveau des systèmes de peinture, c'est un petit peu plus difficile. La corrosion, elle s'attaque plus rapidement. Puis, on voit même, j'ai même vu des gens m'amener leur ranque à bateau pour les faire galvaniser. Oui, à ce point-là. Bientôt, ils sont toujours dans l'eau. Bientôt, la Coupe Stanley, peut-être. Ouais. Pour la garder à Montréal. Ouais, pour la garder à Montréal, on pourrait galvaniser ça chez nous. Éventuellement, on la garde longtemps. On l'emmène pour la garde. Ce serait effectivement très bien. Bien, messieurs, Denis et Martin, ça a été un bonheur également de vous accueillir. On rappelle l'identité du site web pour ceux et celles qui veulent avoir des détails. À www.dbmaluminium.com. Et on est visible sur Facebook aussi. Oui, les réseaux sociaux, vous êtes pas mal actifs. On essaie de se tenir à la page. On aime ça comme ça, mais on aime bien vous avoir avec nous d'ailleurs aujourd'hui et ce matin. Merci beaucoup également à Godefroy. Même chose pour Corbec. Ouais, merci, oui. Corbec, notre site web, Corbec, www.corbecgalv.com. On invite les gens à venir voir notre site web puis s'informer techniquement ce que représente la galvanisation. Excellent. Merci à toi, Nicolas. Bien, au plaisir. Merci beaucoup de nous avoir permis comme ça d'échanger sur vos succès respectifs. Et à très bientôt. On va galvaniser l'émission après. On va faire ça à long terme. Merci. À bientôt. Merci.